Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alga TV. On est en direct pour notre talk show, Talk with Alga. Alors, déjà, bienvenue dans le vaisseau. On va embarquer ensemble pour découvrir l'univers du digital, un petit peu dans son ensemble. On vous l'avait promis lors du lancement du podcast avec Emma sur le dernier live. Donc on l'a fait, on commence progressivement avec aujourd'hui la première thématique qu'on va aborder, la cybersécurité. Donc on va faire dans un premier temps des interviews en live sur Twitch avec des experts du domaine. Donc on commence, je répète, sur la cybersécurité. Et ensuite, le matériel qui va être produit pendant ces interviews, on va en faire un podcast qui sera disponible sur toutes les plateformes. Écoutez, pour parler de cybersécurité, on a avec nous, on a avec nous un expert que je vais vous dévoiler dans quelques secondes. Mais d'abord, je voulais vous faire part des mots-clés, des chiffres sur lesquels nous, on est tombé quand on a commencé à s'intéresser un petit peu à la cyber. Déjà, il faut savoir que chaque année, dans le monde, vous allez avoir plus de 900 millions de personnes qui sont concernées par une cyberattaque. Il y a aujourd'hui plus de 9 Français sur 10 qui ont déjà été confrontés à de la cybermalveillance. Et aujourd'hui, les dépenses mondiales en termes de cybersécurité ont dépassé 1 million, ont dépassé 1000 milliards de dollars sur l'année 2021. Donc on parle là d'un enjeu, je pense, majeur au niveau planétaire et d'un marché qui continue à être en expansion. En réponse en fait à la cybermalveillance, vous avez cette croissance du marché de la cybersécurité. En 2022, le nombre d'individus susceptibles d'être attaqués atteindra les 6 milliards de cibles potentielles pour la cybermalveillance. Et en 2016, un chiffre aussi qui est intéressant par rapport aux entreprises qui vont être un des sujets qu'on va essayer de toujours garder comme fil conducteur sur l'ensemble des interviews qu'on va porter dans Talk with Alga. Pour les entreprises, à l'échelle mondiale, les cyberattaques, elles ont coûté près de 450 milliards de dollars. Ça, c'est des chiffres de l'année 2016. Voilà, donc face à ces chiffres pharaoniques, je vais donc vous proposer de découvrir l'intervenant du jour, donc qui est Monsieur Omar Benzerga, qui est Cybersecurity et Cloud Advisor. Bonjour Omar. Déjà un premier mot sur la taille de ces chiffres que moi je découvre parce que je suis novice sur les questions de cybersécurité, mais je les trouve assez ahurissants. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Oui, c'est vrai que vous faites bien de le préciser en préambule. Ce sont des chiffres qui sont de plus en plus importants à travers les années, notamment alors à la faveur du Covid aussi, à la faveur de la crise sanitaire, il y a aussi une progression et une évolution du panorama des cyberattaques et même des problématiques cyber d'une façon générale, puisque la cybersécurité, ce n'est pas que les cyberattaques, c'est encore plus large que cela. Donc oui, c'est une problématique qui devient un réel fléau de société, qu'il faut prendre à bras-le-corps et qu'il faut prendre à bras-le-corps même à tous les niveaux de la société, que ce soit au niveau politique, au niveau des entreprises ou même au niveau des personnes en tant que telles. Merci Omar pour cette première réaction. Alors, sur le principe un petit peu de l'interview, j'ai préparé quelques questions pour que vous puissiez m'éclairer moi déjà, et puis éclairer à la fois nos spectateurs sur Twitch et nos futurs auditeurs du podcast Talk with Alga. La première, c'est est-ce qu'on pourrait avoir une définition de la cybersécurité? Ce que vous avez soulevé là dans le premier propos, que c'est pas qu'une réponse finalement aux cyberattaques, il y a toute une autre partie. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition, nous éclairer sur le mot cybersécurité? Bien sûr, ouais. Je pense que c'est une très bonne question parce que c'est important de revenir aux fondamentaux. Déjà parce que la cybersécurité, je pense que c'est un mot finalement qui peut se décliner de plusieurs façons. C'est à la fois un domaine d'activité, c'est à la fois un marché aussi. Ça regroupe en fait plusieurs choses. Ça va regrouper à la fois des outils,
des bonnes pratiques, des processus, des personnes aussi. Quand je parle de personnes, bien entendu, je fais référence à des compétences, puisque la cybersécurité, c'est un marché qui est vaste, hein. Donc, vous avez plusieurs sous-domaines dans la cybersécurité. Et aujourd'hui, il faut des personnes qui soient formées dans chacun de ces sous-domaines pour contrer les différentes problématiques. Et en fait, c'est tout ce qui va garantir, in fine, la sécurité des systèmes d'information, la sécurité des réseaux, la sécurité des applications. Ça va être aussi toutes les notions, parfois aussi de compliance, de conformité vis-à-vis de certaines règles. Donc, en fait, tout ce qui est norme aussi pour garantir la sécurité des outils numériques et des datas. Et ces datas, ce sont des datas qui concernent parfois des clients, des collaborateurs, des usagers, des personnes comme vous et moi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garantir au quotidien et sur lequel on ne peut pas se permettre d'avoir de failles aujourd'hui. Et je disais aussi en préambule, la cybersécurité, c'est bien sûr un domaine d'activité, mais c'est aussi un marché. C'est un marché en forte croissance, comme vous l'avez dit. Donc les dépenses mondiales, alors je crois que c'était le Gartner qui disait en mai dernier que les dépenses mondiales en matière uniquement d'outils de cybersécurité allaient dépasser les 150 milliards cette année. Et en fait, c'est un marché qui n'arrête pas de croître d'année en année. Donc la cybersécurité, voilà, c'est tout un ensemble, c'est des usages, des logiciels, des méthodes pour sécuriser les outils numériques et tout ce qu'ils contiennent finalement. Super, merci pour cette réponse super complète, Omar. La deuxième question, une question peut-être un peu plus histoire, on va dire. À partir de quand est-ce qu'on s'est rendu compte que la cybersécurité devenait nécessaire? D'accord. Alors, c'est intéressant comme question parce que je pense que dans votre question, vous vous demandez en fait quand est-ce qu'on s'est rendu compte que c'est nécessaire. Donc, en fait, vous faites plus référence à la perception de cette nécessité, plus qu'autre chose. Au niveau de la perception, moi, je distingue plusieurs aspects. Le premier, c'est déjà l'identification du problème. Vous savez, avant de régler un problème, il faut déjà l'identifier, le considérer comme tel. L'identification du problème en tant que problème majeur, c'est sur ces 10-15 dernières années, je dirais, la reconnaissance déjà par les autorités, par des organisations, parfois des organisations régaliennes, des organisations internationales, gouvernementales ou non, la reconnaissance du problème cyber, déjà en tant que problème majeur. Première chose. Je prends un exemple très simple, c'est le Forum économique mondial, le Forum de Davos, qui considère que les cyberattaques font partie aujourd'hui des 10 risques majeurs encourus par l'humanité. Alors, eux, quand ils parlent de ça, ils ne parlent pas forcément que des cyberattaques, ils parlent des cyberattaques d'une part, mais aussi de tout ce qui est vol, utilisation frauduleuse de données informatiques, donc notamment les données sur les personnes. Et ils en parlaient déjà, en fait, il y a quelques années, ils en parlaient déjà en 2015, donc c'est pas quelque chose qui est non plus complètement récent. En fait, je pense qu'on est rentré dans une considération des cyberattaques qui fait qu'aujourd'hui, on sait que c'est un réel fléau de société et on considère que ce sont, et on pèse nos mots en fait, on parle de risques encourus par l'humanité, c'est quand même assez fort. Ça veut dire que le Forum économique mondial et même d'autres instances de ce type savent qu'il y a des conséquences qui peuvent être très graves, qui peuvent être impactantes. Je prends un exemple très simple. C'était, je crois, en septembre 2020, c'était en Allemagne, il y a eu une cyberattaque qui a ciblé une clinique. Alors, je crois que de base, en fait, ça devait même pas cibler la clinique, hein. C'était entre guillemets une erreur des hackers, mais la cyberattaque a causé un mort. Et ça, c'est quelque chose qui est quasiment sans précédent. Donc, on rentre dans une considération du problème cyber qui est différente. Et face à ça, en fait, il faut prendre le sujet au sérieux. Donc, je suis quand même assez satisfait de mon côté, par exemple, de voir qu'en France, aujourd'hui, on a, par exemple, le chef de l'État, M. Emmanuel Macron, qui a promis d'injecter des fonds dans ce sujet. C'est un sujet qui a été pris très au sérieux, qui commence à l'être de plus en plus. Et aujourd'hui, on voit que c'est un effort qui est collectif. C'est pas uniquement la problématique d'un RSSI dans son coin ou d'ingénieur sécurité. Ça va être vraiment des problématiques au niveau des entreprises, au niveau politique, au niveau des usages, on va dire, quotidiens des collaborateurs et des personnes. Et je pense qu'il y a aussi un deuxième point qui est intéressant pour répondre à votre question sur la perception de la nécessité. Et je dirais que, alors c'est un deuxième point finalement qui recoupe le précédent, mais les attaques, finalement, si on regarde juste sur l'année 2020, il y a des rapports qui vont vous dire que les attaques ont augmenté de plus de 400%. Donc ça cible diverses structures. Je vous ai parlé d'hôpitaux, mais il y a aussi des TPE, PME, des grands groupes. Enfin, aujourd'hui, tout le monde peut se faire attaquer. Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, comme on dit. Et de façon progressive, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des nouvelles formes de cyberattaques qui émergent, ou alors il y a des cyberattaques qui sont de plus en plus puissantes, de plus en plus, comment dirais-je, récurrentes, intenses par rapport à avant. Ça cible tout le monde,
des services publics, des hôpitaux, des TPE, PME. Et aujourd'hui, ça a pris une telle ampleur que, en fait, tout le monde est au courant et il y a une médiatisation du problème. Donc, quelque part, en fait, c'est une bonne chose, hein, finalement, qu'il y ait une médiatisation de ce problème-là. C'était inévitable parce qu'on est face à un vrai problème de société. Et en fait, pour comprendre, pour aller plus loin, en fait, je vais me permettre d'aller un petit peu plus loin sur cette question. Il faut noter que le profil des cyberattaques, en fait, et ça, c'est quelque chose que les entreprises doivent savoir, le profil des cyberattaquants, il a changé aussi. Avant, on avait le fameux cliché, vous savez, du hacker qui est dans sa chambre avec sa capuche et dans le noir, en train de faire des lignes de code pour attaquer une entreprise donnée. Aujourd'hui, on a affaire finalement à des cyberattaquants qui sont organisés de la même manière qu'un cartel de trafic de stupéfiants, avec une hiérarchie, avec des outils, etc. Et aujourd'hui, on a affaire donc à des attaques automatisées, faites quasiment par des professionnels, si on veut, et parfois émanant de certains États. Et donc, on arrive même à une nouvelle thématique, c'est que la possibilité même de cyberguerre et de déstabilisation de pays, c'est quelque chose qui est pris au sérieux. Et c'est pas du tout de la science-fiction, puisque c'est arrivé dans le passé, en 2007, notamment en Estonie. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Ça permet de vachement poser les bases, contexte de la cyberattaque, un petit peu d'où ça vient, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ce qui m'intéresserait de savoir, et je pense que ça va intéresser aussi nos auditeurs, c'est vous, Omar, votre histoire, votre rencontre avec la cybersécurité, et qu'est-ce qui fait que c'est la voie que vous avez choisie, et si vous pouvez nous dire un petit peu où vous en êtes dans cet écosystème aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je travaille donc, chez un éditeur de logiciels qui s'appelle Imperva, qui est spécialisé dans tout ce qui est sécurité applicative et sécurité notamment des données structurées. Par sécurité applicative, j'entends tout ce qui est attaque DDoS, attaque de bots, pare-feu d'applications web. Donc aujourd'hui, Imperva, c'est un leader dans ce domaine-là, c'est un leader mondial. Et en fait, si vous voulez, moi, je suis pas arrivé dans la cybersécurité, on va dire comme ça. Je suis arrivé en fait parce que j'ai eu des rencontres avec des clients, avec des personnes, on va dire, dans différents secteurs, qui m'ont montré qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est quelque chose qui est partout et qui est un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps. Je vous donne un exemple très simple. Dans le passé, moi, je travaillais un petit peu dans tout ce qui est industrie cloud. J'ai travaillé aussi face à des industries diverses et variées, pharmaceutiques, des choses comme ça. Et à chaque fois, en fait, j'ai vu que la thématique cyber, c'était quelque chose qui revenait sur la table. Que parfois, les usagers, les personnes ne sont pas bien formés, font encore quelques erreurs. Que parfois, vous avez des structures en France, malheureusement, qui n'ont pas encore les outils de base pour se prémunir contre une cyberattaque ou qui n'ont pas encore intégré cette problématique-là. Je faisais référence au fameux ça n'arrive qu'aux autres. Malheureusement, on a beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui considèrent cela, qui considèrent le problème cyber comme un fameux ça n'arrive qu'aux autres. Moi, ça ne peut pas m'arriver, je suis trop petit. Ou moi, de toute façon, je suis un peu, j'ai une certaine immunité vis-à-vis de ça, parce que pourquoi j'intéresserais le hacker? Non, le hacker, il a aucune éthique vis-à-vis de ça. Il est capable d'attaquer des hôpitaux, il est capable d'attaquer des collectivités, il est capable d'attaquer des grands, des petits groupes, peu importe leur activité. Tant qu'il peut y avoir potentiellement de l'argent à se faire sur ce sujet, il le fera. Donc c'est comme ça en fait qu'au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que le problème cyber, c'était un vrai problème que j'ai rencontré sur plusieurs secteurs d'activité et que je me suis tourné finalement vers ce domaine. Oui, ok, très bien. Je vois un petit peu ce qui a conduit à votre métier, votre expertise d'aujourd'hui. Et ouais, ce qui ressort et ce avec quoi je suis vraiment d'accord, c'est que la cyber, c'est vraiment une thématique qui est transversale, quel que soit le domaine d'activité et finalement, quelle que soit la situation dans laquelle on peut être, qu'on soit une institution, qu'on soit une entreprise ou même qu'on soit un particulier, c'est des thèmes sur lesquels il faut, je pense, être alerte aujourd'hui parce que c'est vrai que ça n'arrive pas qu'aux autres. On verra un peu plus tard dans l'interview s'il y a des bonnes pratiques et des conseils à prendre de votre part. Mais d'abord, j'ai une petite question spéciale qui nous tient à cœur dans l'équipe Tolkou Valga. C'est la question, est-ce qu'il y a des limites concernant la cybersécurité d'après vous, Omar? Alors, limite, ça dépend ce qu'on entend par limite. Ça veut dire que limite, ça inclut le fait que vous avez implémenté des outils, vous avez pris peut-être quelques précautions, mais que finalement, il peut y avoir encore des failles, si je puis dire.
Je pense que la question, en fait, débouche plus sur toutes les problématiques, toutes les bonnes pratiques de cybersécurité. Aujourd'hui, on est dans une époque où finalement les éditeurs de logiciels, les fournisseurs, hein, même d'ailleurs, il n'y a pas que les éditeurs, peuvent vous proposer des audits, donc il faut en faire, peuvent vous proposer et rivaliser d'outils extrêmement puissants qui utilisent parfois des technologies de machine learning pour détecter des attaques qu'on n'a jamais vues au préalable, par exemple des attaques 0D, des choses comme ça. Donc il y a des outils, il y a des audits, mais il y aura toujours des limites. Et lesquelles sont-elles? En fait, moi, je pense par exemple à des problématiques comme, je sais pas, par exemple, le Shadow IT. C'est pas forcément quelque chose auquel on pense en premier, mais le Shadow IT, alors, pour refaire très simple, mais le Shadow IT, en fait, c'est quoi? C'est quand, par exemple, le collaborateur va télécharger une application, un logiciel, qui n'a pas forcément été approuvé finalement par son équipe IT au préalable et qui ne respecte pas forcément toutes les normes de sécurité. Ou alors qui va travailler sur son PC personnel et son PC personnel n'est pas forcément sécurisé de la même manière que les PC professionnels. Et donc le Shadow IT, en fait, c'est une source de faille, c'est une source de vulnérabilité. Ça peut créer des fuites de données, des choses comme ça. Donc je pense que oui, il y a des limites, et ça, c'est des limites qu'on aura toujours. Après, voilà, les limites, finalement, moi, je pense que c'est plus de l'ordre de l'humain, finalement. Complètement. Je pense que voilà, il y a une vraie problématique finalement de conduite du changement. En fait, c'est prendre des habitudes pour les collaborateurs. Je vous donne un exemple très simple, ça peut être, je sais pas, changer son mot de passe régulièrement. Alors dans ce cas-là, soyez créatifs, hein. Le fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6, faut passer à autre chose, parce qu'aujourd'hui, ils arrivent très facilement à le craquer. Ça peut être, je vous prends un exemple très simple qui me vient en tête. La semaine dernière, moi, j'ai pris le TGV pour aller à Rennes, et j'ai vu en fait ce qu'on voit souvent dans certains posts LinkedIn, le fameux PC ouvert en plein milieu du wagon. Donc il y a 60 personnes dans le wagon, il y a quelqu'un qui se lève pour aller au wagon-bar ou aux toilettes et qui laisse son PC ouvert en fait un peu à la merci de tout le monde. Non, ça c'est quelque chose qui n'est pas envisageable en 2021 parce que n'importe qui peut prendre le contrôle de votre PC et au final subtiliser des données, modifier des documents, faire ce qu'il veut. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, mais finalement qui est simple à régler. C'est juste, en fait, il suffit juste de fermer sa session et de fermer son PC. Ça peut être, voilà, la problématique, les limites, ça peut être des sauvegardes. Si on ne fait pas de sauvegarde régulière, si on n'a pas de serveur de backup, ça reste une limite. Ça peut être faire attention à ses mails, tout simplement. Vous avez des spams qui vous ciblent, tout ce qui comporte des pièces jointes, des choses qui vous semblent un peu douteuses. Ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. C'est tellement de choses, en fait. Il y a énormément de choses. Les paiements sur Internet, si vous faites ça sur des sites qui ne sont pas sécurisés. Je pense enfin voilà, il y a énormément d'exemples, mais je pense que c'est beaucoup de problématiques qui sont vraiment humaines au final. Oui, le facteur humain comme source un petit peu première des cyber risques, on va Tout à fait, dire, ouais. pour les entreprises, les institutions, puis même pour nous à titre personnel. Moi, je suis assez d'accord avec mon regard de novice. C'est vrai que même dans les grands groupes où on a un schéma cybersécurité structuré, généralement des services dédiés, on voit que oui, il y a certaines personnes des fois qui par habitude, par facilité, vont travailler avec du matos perso, vont dire bon bah ça c'est un petit peu long, j'ai pas une clé USB qui traîne, je vais utiliser ma clé USB alors que ils sont censés pas avoir le droit de mettre de clé USB Voilà. extérieure à l'entreprise sur leur machine. Enfin, voilà, c'est des sujets dont nous on entend parler, on voit faire. Bien sûr, je citerai absolument pas de nom et j'espère que personne se reconnaîtra en suivant notre live. Mais oui, c'est des choses qu'on voit, qu'on voit faire et qui peuvent être, je pense, en effet des grosses limites pour la cybersécurité. Et c'est là toute l'importance un petit peu de la communication, de la conduite du changement dont vous parliez, qui est en train, je pense, d'avoir lieu, parce que on a, avec l'équipe Alga, quand on a commencé à essayer de se documenter un petit peu, se renseigner sur la cyber afin de pouvoir proposer ce contenu aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'initiatives, à la Mm. fois conférences, livres blancs, bonnes pratiques qui étaient de plus en plus poussées par les institutions. Il y a un livre blanc qui a été publié par un des ministères et on a vu pas mal de conférences dans des événements portés par des chambres de commerce, par exemple.
où il y avait de la conférence sur la cyber. Donc, c'était intéressant. C'était un prisme plutôt orienté entreprise, mais c'était du contenu intéressant à suivre et qui nous a poussé, donné envie aujourd'hui d'en savoir un petit peu plus et de procéder notamment à cette interview avec vous. J'ai encore quelques petites questions là pour finir l'interview. Omar, ça va? Vous êtes toujours en forme? Je suis toujours en forme. Vendredi Bon, après-midi, mais on est toujours en forme. bon, superbe, superbe. Alors, donc voilà, une fois que malheureusement, facteur humain ou pas, la cyberattaque a lieu, comment est-ce qu'on réagit face à ça et est-ce qu'il y a des bons réflexes à avoir? Alors, une fois que la cyberattaque a eu lieu, vous dites? Ouais, une fois que ça y est, une fois que ça y est, la cyberattaque a eu lieu, comment est-ce qu'il faut réagir? Est-ce qu'il y a une bonne attitude à adopter, des bons réflexes à avoir? Alors, il y a plusieurs petites choses. Je pense que voilà, les bonnes pratiques de cybersécurité, ça peut se trouver assez facilement, mais globalement, je pense que il y a déjà une première chose qui peut peut-être ne pas forcément venir à l'esprit comme ça, c'est déjà avertir vos collaborateurs. Il faut que les collaborateurs sachent qu'on est face à une cyberattaque. C'est peut-être pas facile à dire, mais il faut que voilà, qu'il y ait une certaine transparence pour que voilà, les collaborateurs savent que voilà, on est dans une phase de crise. Donc potentiellement, dans certaines structures, ils vont mettre en place même des cellules de crise. Hein, c'est tout à fait faisable et envisageable. Mais il faut que voilà, les collaborateurs le sachent et puissent agir en conséquence en fonction des recommandations que vous ferez ou alors que feront certaines autorités. Et j'y reviendrai après. Je pense que ensuite, quand on fait face à une cyberattaque, déjà, il faut aussi identifier le type de cyberattaque. Les cyberattaques, c'est extrêmement varié. Donc, en fonction d'une attaque DDoS ou d'une attaque par ransomware ou quelle que soit la cyberattaque, en fait, on ne réagira pas forcément de la même manière. Et déjà, il faut savoir de quel type de cyberattaque on est la cible. Potentiellement, avoir des informations type quand est-ce qu'elle a commencé, qui en sont les victimes, qu'est-ce qui a été affecté. Vous avez des cyberattaques aujourd'hui qui vont plus cibler, par exemple, les serveurs de backup. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais vous avez des cyberattaques qui vont cibler plus, peut-être, par exemple, ça va être une attaque DDoS qui va paralyser votre site internet pendant 1 heure. Donc ça ne sera pas déjà le même comportement et ça ne sera pas la même problématique in fine que vous allez devoir gérer. Et ensuite, si vous le pouvez, vous pouvez faire des copies du disque. Copier le disque, collecter toutes les données qui vous serviront ensuite en vue potentiellement d'un dépôt de plainte si vous souhaitez en faire un. Et puis aussi alerter les autorités compétentes. Donc vous avez des autorités comme la CNIL, tout ce qui est informatique et liberté, mais vous avez aussi et surtout l'ANSSI qui fait un gros travail aussi pour aider en période de crise et de cyberattaque un peu dans l'urgence les différentes structures qui peuvent les solliciter. Certains conseils, alors certains experts vont vous dire ne parlez pas forcément aux hackers, n'allez pas forcément parler aux hackers, ne cherchez pas forcément à négocier avec eux. C'est quelque chose qui se discute. Officiellement, l'ANSSI recommande de ne pas négocier avec les hackers. Après, on a déjà vu dans le passé des hackers en fait, qui demandaient une rançon de tel niveau et au final, par le jeu d'une certaine négociation entre l'entreprise et le hacker, qui arrivait à reprendre leurs données, mais en donnant un montant qui était plus faible que celui de base proposé par le hacker. Mais dans les faits, il vaut mieux ne pas parler au hacker et ne pas verser la rançon. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous versez la rançon une fois, ils reviendront une deuxième fois et ils se diront, eux, ils vont payer à chaque fois. Donc ça, c'est les petites recommandations, on va dire, globales que je pourrais faire en fonction de la cyberattaque qui peut vous toucher. Ok, c'est vachement intéressant. Est-ce qu'il y a un métier qui existe comme on peut voir dans les films américains quand vous avez le négociateur qui arrive ou encore dans la série Casa de Papel, je ne sais pas si on va se faire censurer le live à cause de ce que je viens de dire, mais on verra bien. Est-ce qu'il y a un métier comme ça de négociateur quand vous avez une prise de data ou une prise d'otage de data comme ça qui est faite sur une entreprise? Est-ce que c'est un métier qui existe, qui serait voué à exister ou au contraire, la négociation avec les hackers, c'est vraiment un sujet à éviter le plus possible? Non, c'est pas forcément un métier qui existe, je pense. Enfin, en tout cas, de mémoire d'homme, j'ai pas entendu parler de cela. Je pense plus qu'en fait, les personnes qui se mettent à négocier avec les hackers, c'est tout simplement typiquement l'entrepreneur ou par exemple des personnes du service sécurité informatique qui par leur propre initiative se disent bon, on n'a pas le choix, mais
on est face à la cyberattaque et on va essayer de discuter et peut-être utiliser le côté humain du hacker pour peut-être trouver un terrain d'entente. Mais après, voilà, fort des recommandations de l'ANSSI qui conseillent de ne pas négocier. Comme on dit, on ne négocie pas avec les terroristes. Eh bien, là, ce qui se passe, c'est que oui, il n'y a pas forcément de métier dédié à ça. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous, par exemple, vous contactez l'ANSSI, en fonction de ce qu'ils peuvent faire, en fonction de leur disponibilité aussi, hein, bien entendu, puisqu'ils sont pas, c'est pas un nombre infini de personnes, eh bien, essaiera de dépêcher ses experts et de vous aider si vraiment vous n'avez pas forcément de personnel dédié à cela. Après, voilà, l'ANSSI fait ce qu'elle peut face à cela. Le mieux, c'est déjà de se prémunir. C'est déjà de se prémunir, c'est de limiter ce risque. Et limiter ce risque, ça se fait grâce à des outils qui sont puissants, qui vous limitent la possibilité d'être d'être attaqué de manière violente. Alors, vous aurez toujours des petites attaques, mais des petites attaques qui auront parfois pas de conséquences. Et donc, les outils vont les bloquer de manière automatique. Je parlais d'Imperva. Imperva le fait nativement. Mais vous avez plein d'autres outils sur d'autres sujets qui le feront aussi. Et puis après, c'est toutes les bonnes pratiques de cybersécurité dont je parlais. Les spams, les choses comme ça, qu'il faut, comment dire, enseigner, si je puis dire, à vos collaborateurs pour éviter ce risque et le limiter au maximum. Alors, merci Omar. Je vais rebondir sur une des questions du chat pour faire participer un petit peu notre audience que je remercie. On est tellement bien avec Omar qu'on se croirait seuls tous les deux. On se croirait seuls tous les deux, mais on l'est pas. Donc, on va en profiter pour prendre la question. Donc, c'est une question de Yanis, si j'en crois le pseudo. Une question sur les bonnes pratiques individuelles à mettre en place pour éviter les attaques. Donc moi, ce que j'ai retenu, c'est changer régulièrement son mot de passe, éviter les mots de passe un petit peu basiques, type 1, 2, 3, 4, AZERTY, Voilà. ce genre de choses-là. J'ai retenu de faire attention aux emails aussi, tout ce qui paraît un petit peu louche. Bonjour, je vous contacte parce que j'ai un héritage de 3 millions d'euros à vous donner. Répondez-moi vite en cliquant sur la pièce jointe, etc. Alors, Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça, d'autres réflexes à avoir? ouais, tout à fait, vous avez ça. Après, pour compléter votre exemple, c'est vrai que cet exemple-là, peut-être il y a quelques années, les personnes qui viennent et qui vous disent, voilà, j'ai besoin de 3000 euros pour telle chose ou tel sujet, c'était quelque chose qui pouvait peut-être servir de piège. Mais aujourd'hui, bon, c'est arrivé tellement de fois que finalement, je pense que la plupart des personnes n'y font plus attention. Aujourd'hui, le phishing, tout ce qui est technique de hameçonnage et finalement technique de déstabilisation cyber par les mails, c'est quelque chose qui peut être un petit peu plus vicieux. Souvent, par exemple, ça peut être un mail de la sécurité sociale, un mail des impôts, un mail, je ne sais pas, de votre banque, qui va vous demander, qui va vous rediriger même vers un site tiers qui ressemble beaucoup à votre site, par exemple des impôts, votre site de votre banque ou autre, et qui va vous demander de mettre vos coordonnées, et à la fin, qui va récolter ces données. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent être un petit peu plus difficiles à voir. Donc, par exemple, dans ce cas-là, faut vraiment faire attention à ce que vous ayez vraiment sur un site où c'est du HTTPS, donc ça veut dire sécurisé, si possible avec le petit cadenas. Si possible, se connecter sur des sites qui font de la double authentification, puisque c'est quelque chose qui vient de plus en plus sur le marché, et c'est une très bonne chose. Et je pense que voilà, les différentes pratiques de cybersécurité pour limiter les risques au mieux, ça va être tout ce que je disais, notamment, alors faire attention, je ne l'ai pas cité, mais faire attention à ne pas mettre le code Wi-Fi pour tout le monde. C'est quelque chose qui ne doit pas forcément être affiché dans les bureaux devant tout le monde. Voilà, tout ce qui est sauvegarde, tout ce qui est changement de mot de passe, voilà, on le répétera jamais assez, mais en fait, je pense que c'est des choses qui sont élémentaires, qui sont basiques, mais qui peuvent limiter beaucoup de risques. Merci Omar pour la réponse à la question de Yanis. Bon, je vois qu'il y a une petite perche qui a été tendue par Omar, donc je vais faire un petit peu part de cette anecdote. En effet, voilà. Dans la discussion avec Omar, et c'est ça qui est aussi intéressant dans l'univers du digital, c'est que on peut pas être expert de partout et il y a des bons conseils, des bonnes pratiques à avoir qu'on connaît pas forcément. Donc nous, un petit peu chez Alga, un petit peu pour le côté pratique, on avait des super affichettes partout dans le bureau avec le code Wi-Fi. Et c'est vrai que voilà, un jour
un copain qui est informaticien, qui est passé dans l'agence et qui va presque, voilà, qui avait presque tombé à la renverse quand il a eu ça et qui a dit, mais tu veux pas non plus mettre un panneau avec marqué hackez-moi s'il vous plaît sur la porte, sur la porte de la boîte. Voilà un petit peu la réaction que j'ai pu avoir. Et c'est vrai qu'en fait, quand on n'a pas la connaissance, quand on n'a pas l'information, on ne réalise pas forcément à quel point ça peut être dangereux sur voilà, ce genre de situation. Et ce que tu as dit, Omar, aussi sur les nouvelles techniques de phishing, avec tu as cité les mails qui ressemblent à ceux de la banque, à ceux de l'assurance maladie. Et ben, nous, on a reçu aussi en interne une tentative de phishing d'un mail Vimeo. Donc, c'était assez osé parce que c'est un outil qu'on utilise très, très régulièrement, pour lequel on a un abonnement, etc. Le mail disait il y a un problème sur le versement de votre abonnement. Honnêtement, on s'est mis à 3 ou 4 collaborateurs. On était impossible de savoir est-ce que c'est du spam ou pas. Et heureusement, voilà, on a un informaticien en interne qui a lui, je pense, un peu plus de compétences, d'expérience sur les sujets, qui a dit attention, pas touche au mail, cliquez sur aucun lien, parce que c'est du phishing. Alors qu'avec nos yeux, on a senti, il y avait une intuition, si tu veux, s'il y a quelque chose d'anormal, mais on n'était pas capable de se mettre d'accord et de dire oui, ça c'est une tentative de phishing ou ça l'est pas. Donc, c'est vrai que c'est intéressant derrière de pouvoir se référer à des gens qui ont un peu plus de compétences, des experts, des autorités, on va dire, les autorités compétentes pour pouvoir nous aiguiller là-dessus. Bon, j'espère que Yanis a eu la réponse à sa question. Et on prendra, s'il y a d'autres questions du chat au fur et à mesure, on les prendra avant de se quitter. Je ne sais pas au niveau du timing comment on est, mais on est plutôt pas mal. J'ai encore 2 questions, moi, de mon côté, Omar, avant qu'on se laisse finir notre vendredi après-midi tranquillement. Sur les menaces les plus courantes, ça, je pense qu'on a été bien au fond du sujet. Donc, peut-être plutôt finir sur un conseil d'expert à donner à un jeune patron de TPE, PME qui aurait pas un service DSI à disposition, qui est en train de construire un petit peu son équipe, son aventure, à quoi il faut faire attention pour pas se prendre un mur à cause des cyber-risques. D'accord. Il y a quelque chose qui est important à préciser en préambule. Je disais il y a quelques instants que finalement les cyberattaques, aujourd'hui, c'est des groupes de hackers, c'est des groupes qui sont organisés, qui sont structurés, qui font ça de manière automatisée. Donc ça peut cibler tout le monde. Vous avez des grands groupes qui arrivent à s'en relever. Pourquoi? Parce que les grands groupes ont une multitude d'outils, mais les outils, parfois, ça peut coûter cher. Et donc, quand on est une TPE, PME, c'est quelque chose qu'on peut mettre parfois en second plan. Faut pas oublier une chose, c'est que vous avez des pays, par exemple, comme la Suisse, qui ont cherché à estimer, et on commence à le faire de plus en plus aujourd'hui, à estimer le coût des cyberattaques, mais qui se sont surtout rendus compte qu'en fait, la moitié des PME qui subissaient une cyberattaque déposaient le bilan l'année d'après. C'est quand même énorme. De l'autre côté, les grands groupes, généralement, ils perdent en moyenne 200 à 400, 500 millions de dollars suite à une cyberattaque. Mais en fonction du fait qu'ils ont du cash flow, ils arrivent quand même à se relever. Donc, ça veut dire que les PME, les TPE, les hôpitaux, les structures, on va dire, un petit peu plus modestes par rapport aux grands groupes, peuvent avoir des problématiques qui peuvent être beaucoup plus graves et beaucoup plus impactantes. Et ce serait dommage de perdre le business critique de votre entreprise uniquement avec une cyberattaque. Donc, je dirais que l'objectif, c'est pas forcément d'acheter tous les outils du monde. C'est peut-être d'aller prendre les plus importants pour vous et les plus impactants. Mais avant cela, déjà, première chose, les bonnes pratiques de cybersécurité que j'ai mentionnées. Donc ça, comme vous l'avez dit très justement, voilà, il y a des livrets pour cela, il y a des formations pour cela, il y a des formateurs en cybersécurité aujourd'hui qui vous aident là-dessus. Et puis après, vous avez des structures qui vont faire, je le disais aussi en préambule, tout ce qui est audit. Pourquoi? Parce que les audits, ça va vous permettre de savoir où est-ce qu'il y a un problème exactement, où est-ce qu'il y a potentiellement une faille, où est-ce qu'il y a potentiellement une vulnérabilité dans laquelle le hacker n'hésitera pas à se glisser. Donc voilà, je pense qu'il y a ces 2 grands points-là. Et dans le premier point, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser une chose, la cyberdéfense, c'est pas simplement une problématique de nous contre l'extérieur. C'est aussi une problématique qui est parfois interne. Ça peut être de la négligence,
ça peut être de la malveillance de certaines personnes en interne. Vous avez des profils, par exemple, si vous avez quelqu'un qui quitte une société et que vous ne lui supprimez pas ses accès, cette personne-là peut être dans un mode profil vengeur, on appelle ça, et essayer justement d'utiliser ces accès qui sont toujours en cours pour pouvoir, par exemple, je ne sais pas, supprimer de la donnée ou des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui se sont déjà vues. C'est un problème qui touche tout le monde. C'est un problème qui, aujourd'hui, qu'on arrive à chiffrer et qu'il faut vraiment prendre au sérieux, quelle que soit la taille de la structure. Quand je parlais de chiffres, aujourd'hui, je vous prends des exemples très simples. Vous avez des cyberattaques. On avait récemment l'exemple avec l'hôpital d'Arles qui s'est fait toucher par une cyberattaque pendant l'été 2021, je crois. Et l'hôpital d'Arles, c'est quoi? C'est une petite ville de 50 000 habitants, très charmante. Et au final, les coûts de la cyberattaque, aujourd'hui, on arrive à mettre des coûts, c'est plus de 300 000 euros de prestations. Donc, ça veut dire plus de 300 000 euros de prestations. Je ne vous parle même pas des milliers d'heures à ressaisir tous les actes médicaux dans les systèmes d'information hospitaliers. Donc, c'est énormément de coûts, énormément de stress aussi, d'énergie pour les équipes qui doivent travailler là-dessus. C'est des serveurs entiers qui sont paralysés parfois pendant des heures ou des jours. On a le cas du CHU de Rouen qui a eu ça il y a quelques années. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Ce sont des bonnes pratiques, ce sont des audits dans un premier temps, et ensuite combler les failles le plus vite possible. Et comme c'est une guerre, ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qui ne cessera jamais. Donc en fait, il faudra toujours être à l'affût des moindres problématiques qui vont émerger, de la moindre application qui peut avoir une certaine vulnérabilité ou une certaine faille. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut des professionnels, il faut des experts. Si vous ne pouvez pas les avoir en interne, faites-vous accompagner par des personnes à l'extérieur, des sociétés de services qui peuvent vous aider là-dessus. Super, merci beaucoup. Omar, on a une dernière question dans le chat que je trouve assez intéressante. On bascule du côté un peu judiciaire de la cybersécurité. On va voir si vous avez la réponse. En cas de cyberattaque, si on a une partie donc des données une fuite de données, par exemple, qui est responsable, entre guillemets, légalement parlant? Est-ce que c'est l'entreprise qui s'est fait attaquer, qui est responsable de cette perte, on va dire, de cette perte de données, ou est-ce que sa responsabilité n'est pas engagée, puisque c'est une personne malveillante, entre guillemets, qui a attaqué dans un premier temps? Je pense que c'est une très bonne question, mais c'est une question à laquelle la réponse ne sera pas certaine, que ce soit de moi ou d'une autre personne. Je pense que sur ces sujets-là, qui sont quand même finalement des sujets assez récents, il y aura certainement sur certaines affaires jurisprudence. Et donc ça, c'est le type de sujet où d'un côté, on va examiner la responsabilité de l'autorité ou de l'entreprise, de la structure qui détient les données, de voir si toutes les bonnes pratiques finalement ont été respectées pour pouvoir garantir la sécurité de ces données. On parle quand même de données qui sont parfois très confidentielles ou très critiques. Ça peut être parfois des données bancaires, mais je prends l'exemple de la PHP qui a eu un vol de données de ses patients. Là, c'est des données patients, secret médical. Vous avez récemment la RATP qui a eu le même problème avec ses employés. Donc là, déjà, je pense que dans un premier temps, il va falloir examiner justement cette problématique-là. Est-ce que la structure a fait le nécessaire pour garantir la sécurité? Mais de l'autre côté, eh bien entendu, ce sera essayer de retrouver les groupes de hackers. Après, les groupes de hackers sont rarement retrouvés. On a des enquêtes qui maintenant commencent tout petit à petit à retracer, on va dire, leur profil et à retrouver certaines personnes. Mais après, voilà, comme ce sont souvent des cartels, parfois des États, des structures qui sont extrêmement organisées, vous pouvez en arrêter un ou deux, mais le lendemain, il y en a d'autres qui reviennent. Superbe. Merci beaucoup, Omar. J'espère que la personne qui a posé la question dans le chat sera ravie de la réponse. C'était d'un super échange. Merci beaucoup, Omar, pour la disponibilité, pour ton expertise, la réponse à toutes les questions qu'on avait à poser. Ça va faire du super matériel pour notre podcast. Et nous, ça nous permet d'apprendre et j'espère d'être encore plus performant sur les prochaines interviews. Merci beaucoup, Omar. Une très bonne continuation. Moi, je vais faire un petit mot de remerciement, une petite conclusion. Si tu as le temps de rester connecté de 2 minutes, juste après la conclusion, on se retrouve en coulisses pour se dire un petit mot débriefé. Pour les personnes qui nous suivent encore, merci beaucoup pour votre attention. Merci pour les 2 questions qu'on a eues dans le chat.
C'est super de voir que vous nous avez suivis et que le sujet vous intéresse. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver vendredi après-midi de la semaine prochaine pour une nouvelle interview. On reste toujours dans le thème de la cyber. On va essayer de mener 2 ou 3 interviews sur cette thématique-là pour avoir assez de matériel pour le premier épisode du podcast. Merci encore de votre attention et on se retrouve la semaine prochaine dans le vaisseau Tolkui Valga pour continuer à explorer ensemble l'univers du digital. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.